Hashtag Live Talk, voilà le moment où les questions commencent peut-être, pourquoi pas, à piquer, à faire couler un peu de transpiration sur votre mascara, à vous inquiéter, messieurs, ou pas. On va voir tout de suite avec la première question. Il est bon. La voici. Merci Mathieu, c'est gentil. Mika, 77 400. Le départ d'Evra n'a-t-il pas été mauvais pour Amavi? Il était bien meilleur quand il y avait une concurrence. Une question intéressante. Vous allez me dire oui, vous allez me dire non. C'est vous qui voyez, messieurs, allez-y. Ouais, mais c'est la théorie c'est la technique du pote gênant. Tu vas en boîte avec un pote gênant, tu passes de suite pour un génie et pour un mec super fin et super cultivé. C'est pareil. Tu voyais un match avec Evra, derrière tu voyais le match d'Amavi, tu disais Amavi, mais c'est extraordinaire, on l'adore. Non, plaisanterie à part, je pense que le problème d'Amavi, c'est vraiment sa petite blessure. Et un joueur, quand il est en... Arnaud parlait de psychique tout à l'heure, je pense qu'on y est en plein. Un joueur, quand il tourne bien, il est à fond, et si vous regardez bien, à ma vie, peut-être c'était un de ses meilleurs matchs contre Valenciennes en coupe avant qu'il se blesse. Il réussissait tout, un peu comme ça en ce moment. Il s'est blessé, et au moment où il revient, il n'arrive pas à retrouver cette plénitude-là, donc il s'agace, il veut en faire 3 à l'entraînement. On va demander au préparateur physique. Après, pour faire l'analogie avec ce que tu viens de dire, il a eu une déchirure. La déchirure, si on prend le mot dans son sens, c'est une déchirure aussi bien physique qu'elle peut être aussi psychique. Donc du coup, on sait aujourd'hui en médecine chinoise qu'il y a une grande part de psychologie dans la blessure. Donc il faut voir aussi sur les à côté si cette déchirure-là n'était pas aussi un lien direct avec un état émotionnel peut-être défaillant qui fait qu'aujourd'hui il a du mal à revenir. Personne ne croit en la théorie de Mika. Si, moi j'y crois. Pour moi, elle se pose. Alors est-ce que il y a un effet direct ou pas? Il y a souvent plusieurs facteurs dans une performance. Mais le fait que Rudy Garcia essaye de la réinstaurer un peu cette concurrence, on a vu qu'il a mis Sakai encore latéral gauche contre Lille. Il a dit aussi une déclaration importante, Rudy Garcia, il y a quelques semaines, je sais plus après quel match, il dit Hiroki aujourd'hui c'est le numéro 1 quasiment à gauche comme à droite. Et ça c'est une façon de réinjecter de la concurrence, et je pense que c'est aussi de titiller un petit peu Amavi qui est clairement en ce moment dans une phase délicate. Question suivante, messieurs, la voilà, c'est signé Guillaume. Quel est l'intérêt de Aulas à faire toutes ces déclarations dans la presse et les réseaux? Oui, parce qu'il est encore sorti hier soir sur Twitter. Il a encore pas pris ses pilules, Jean-Michel Aulas, c'est ça? C'est du Aulas tout craché. Son intérêt, il en fait trop, non? Ou pas tu trouves que c'est normal? Non, je suis pas fan du personnage du tout, vu que je suis supporter de l'OM, c'est une évidence, mais... Après, il est complètement dans son rôle. Ça fait combien d'années que Jean-Michel Aulas fait du Jean-Michel Aulas? Alors maintenant, en plus, depuis les réseaux sociaux et donc son addiction à Twitter, c'est juste... on le savait déjà il y a quelques années, mais maintenant c'est grossi à la loupe par rapport au fait qu'il communique beaucoup sur tous les réseaux sociaux et qu'il tweete toutes les 5 minutes. Mais il a toujours fait ça, il a toujours tapé sur la tronche des arbitres qui lui plaisaient pas, il a toujours ciré les pompes des arbitres qui lui plaisaient. Il défend son club en fait. Je pense que si Jean-Michel Aulas, je vais peut-être prendre quelques critiques, mais si Jean-Michel Aulas était président de l'Olympique de Marseille, il serait adoré à Marseille parce qu'il protège son club à outrance et il préfère en plante plein la tronche. Je me demande s'il commence pas à lasser peut-être même à Lyon parce qu'il en fait quand même beaucoup, et il y a peut-être des supporters lyonnais qui sont peut-être en train de se dire ça commence à faire beaucoup. Je sais pas, je sais pas. À Lyon, j'ai l'impression qu'on lui reproche beaucoup Genesio, mais en même temps, en mettant Genesio, et si on Ligue des Champions, il aurait eu raison, il aurait mis un coach qui accède à toutes ses demandes, qui est son yes man, et finalement ils auront réussi quand même. Le Albert Raymond de Lyon, quoi. Un petit peu, parce que c'est lui qui tweet, Mathieu. Ah oui, c'est lui qui tweet. Alors il fait un truc. Moi, je pense qu'il y a une part d'irrationnel. Mais moi, je pense qu'il y a une part d'irrationnel. C'est un personnage. Il y a le côté effectivement influenceur, mais dans lequel aussi on a Jacques Auréol. Des marques qui ont envoyé des trucs pour faire des posts et tout ça. Non, mais il est influenceur. Mais t'as Jacques Auréol, mais c'est l'inverse. Il va prendre une journée avant de faire le moindre tweet, quoi. Le tweet, ça va dépendre du vent, du résultat du match. Il va te prendre une journée pour faire son tweet. Lui, il en fait 10 à la douzaine, quoi.
vois, c'est incroyable. C'est leur personnalité, je pense, à chacun. Il y a même des journalistes lyonnais suite à un de ses tweets. Non, mais t'as pas vu en zone mixte, même après OM Lyon, il commence à dire, il arrive en zone mixte, il commence à dire, oui, mais sinon notre ami là, Antoine Ozana, il parlait du progrès, lui, ça serait bien qu'il aille chez le psychiatre. D'ailleurs, j'ai encore le scanner ce matin. Comme ça, nous on était là. Bon, c'est un côté, il est sans filtre. Si on regarde bien ses tweets, nous on sait des fois que en faisant un papier, on sait un point de vue dans l'équipe. Tu sais que si on va parler d'Olas ou on va le taquiner, on sait qu'on va se prendre un tweet pour se faire chambrer. Hein. Il vous nargue à chaque fois l'équipe, mais pas que l'équipe. Quand il fait ses dépêches et le progrès, quand il fait ses tweets, il met en lien et il est fait à partir de sites internet qui reprennent les infos de l'équipe et le progrès et jamais directement de l'équipe et le progrès. Alors que les articles sont disponibles. Il occupe l'espace. C'est vraiment pour narguer. Il protège son équipe. Il occupe l'espace. Ouais, tout le monde est focalisé sur lui au niveau médiatique. Il se lâche aussi. Je vous rappelle un détail, c'est que c'est demain, la commission Rami, Marcelo, Lopez. Demain mardi. On ressortira les tu préfères. Exactement, c'est une bonne idée. Et je crois qu'il y a Diakabi aussi. C'était passé. C'était passé sous silence. Bon, ça importe. Ouais, mais bon, tu vois, Jean-Michel, il en parle pas de Diakabi aussi, tu vois. C'est vrai. Ni même de Barcelone. Tiens, juste de Rami Lopez. Arnaud, on répond à Zako. Êtes-vous rassuré par Yoann Pelé? C'est presque une frappe, un but avec lui en ce moment. Après, c'est très facile d'inculper Yoann Pelé aujourd'hui pour voir un petit peu les matchs. Il y a quand même deux équipes coupées en deux. Le secteur offensif défend très peu. Autant on les encense sur le secteur offensif, sur l'animation offensive, mais en animation def, c'est un peu moyen. Donc il y a des vagues, qu'il y a des vagues qui arrivent un petit peu sur les défenseurs et sur les deux milieux de terrain. Donc après, on cadre pas assez le porteur, donc du coup, on est plus exposé à la frappe. Oui. T'es rassuré par Yoann Pelé? Allez. Ouais, ni plus ni moins, c'est un gardien. C'est quand même mieux là, le fait qu'il enchaîne les matchs, pour lui même, c'est quand même là où ça devient plus rassurant. C'est que c'est pas, il arrive juste derrière Mandanda, et il a cette pression-là. Moi, je veux bien qu'il m'explique qu'il est dans sa bulle, et on le voit d'ailleurs, il est vraiment, il fait pas attention au reste. Mais tu es à Marseille, tu remplaces Steve Mandanda et c'est très compliqué, mais même au niveau de ses coéquipiers, regardez les premiers matchs chaque fois qu'il remplace, ses coéquipiers ne le sollicitent jamais, alors que là, on lui fait un peu plus de passes en retrait, on s'appuie un peu plus sur lui. Question sur le Messi du Grand Est, Kwon Chong de Dijon. Je prononcerai mal son nom. C'est Tommy qui nous dit. À la limite d'ailleurs, mais bon bref. Chon Hong. Voilà. Kwon Chon Hong, je crois. Wang. Bref, allez. Est-ce que l'OM est intéressé par Kwon? Question de Tommy. Je le trouve rarement mauvais. Ouais, c'est un brave joueur de Ligue 1, quoi. Ouais. Le problème que j'ai avec ces joueurs-là, c'est que c'est très bon à Dijon et après à Marseille, ça a donné quoi? Kwon Chang-hoon, dit-on. Alors oui, et puis on pourra te dire, imagine on fait un talk il y a 15 ans, et puis je vais te dire l'attaquant de Guingamp, et tu vas me dire oui, mais à l'OM il donnera quoi? Ouais, mais j'ai Bounassar aujourd'hui. Je pense que potentiellement notre cher Didier avait un peu... ça se voyait qu'il avait un peu plus de... Non, c'est vrai qu'il avait de quoi plus développer avec Drogba qu'avec Kwon. Kwon, oui, c'est pas mal, mais ça casse pas non plus trop. Là où je suis pas convaincu, c'est que moi j'aime bien l'idée, et ça se voit quand on recrute des mecs qui sont titulaires et qui font leurs 35 matchs, qui jouent tout le temps. Et Kwon, si on regarde bien, il joue pas du tout tout le temps avec Dijon. Il y a une période où il était sur le banc, où il rentre. Alors c'est vrai qu'il est intéressant, qu'il a des fulgurances, mais c'est une question de valeur. Après, si tu me dis il débarque le dernier jour du mercato alors que t'es complet, on avait une opportunité pour le faire, c'est totalement différent, mais je pense que malheureusement le recrutement ne sera pas comme ça. Il remplace numériquement Clinton Ng. Ben, je serais pas, non, parce que dans le profil, moi j'aimerais bien que la place de Clinton Ng libère une possible venue par exemple d'un Toko Ekambi, tu vois, qui pour moi est dans un profil Mamadou Niang. Je dis pas que c'est le nouveau Mamadou Niang, mais voilà, qui peut être cet attaquant qui joue et sur le côté et dans l'axe et qui peut rentrer. Ok, personne veut Kwon? On passe à la question suivante. The Last, Lucho, 1337, tu préfères garder l'année prochaine Gustavo mais tu ne recrutes pas Agüero, ou tu recrutes Agüero mais tu perds Gustavo? La question à Milo. La question de Lucho, en tout cas, c'est un tu préfères. Donc pas de joker, évidemment, je le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude d'en faire, même si vous êtes tous rompus aux joutes du tu préfères. Difficile à dire ça d'ailleurs. Romain Canuti. Agüero. Bye bye Luis. Agüero. Ok. Arnaud. Gustavo. Soun. Le fantasme ou la réalité? Allez, Agüero. Je suis à FIFA Ultimate Team, allez, Agüero. Et toi, Mathieu?
Ouais, c'est une question plaisir un peu, donc Agüero. De toute façon, ça nous engage en pas grand-chose. C'était la question plaisir. Juste avant de quitter ce talk, je profite. On a la chance d'avoir un kiné avec nous, quand même, un prépa physique qui a eu la blessure de Sakai, et avec quand même le club qui annonce donc, pour la rupture de son ligament 3 semaines, 4 semaines entorse. Si c'est une entorse, les 3 semaines sont jouables. Une entorse, en fait, c'est que ton ligament se distend, c'est-à-dire il perd un petit peu, il a une certaine distance. Tiens, Soun, est-ce que tu peux tenir le micro d'Arnaud pendant qu'il nous explique la distance? En fait, t'as ton ligament qui a une distance du point A au point B, et du point A au point B, quand tu l'étires un peu trop, ça s'appelle une entorse. Quand il rompt, c'est une rupture, tout simplement. Donc du coup, c'est le ligament collatéral médial qui est entorsé. Je sais pas si on dit entorsé. Donc entre 3 et 4 semaines, c'est les délais. Il est dans un club pro, c'est les délais. On n'est pas j'avais peur que ce soit une durée de 3 semaines annoncée pour entre guillemets lui faire juste du renforcement là où peut-être ça peut être derrière. Après on annonce toujours en média le plus grave pour qu'éventuellement après derrière on nique la science comme le dirait. Mais pour qu'après derrière le staff soit mis en avant. Enfin c'est un jeu aussi. C'est de la com, exactement. Bien joué, on sent que des fois tu présentes cette émission. Parce que tu as eu la question qu'il fallait pour finir cette partie questions-réponses. Je pouvais pas l'envoyer en direct. Merci Arnaud, merci Soun. Merci à vous. Merci Mathieu, qu'est-ce qu'on peut lire dans l'équipe demain? Dans l'équipe demain, des infos sur le sport. Déjà. C'est ça, voilà. C'est ça. Écoute, demain un dossier sur le PSG, qui glace Thomas Tuchel, demain, le mec qui glace l'ambiance. Non, demain on va parler un petit peu de ce qu'on se disait sur Gustavo, milieu ou défense. Très bien. Donc c'est intéressant, un peu de tactique. Mardi on aura du Bounassar. Mercredi, Bounassar, et jeudi on a plein de petites surprises. Ça va être sympa jeudi, le jour du match. Évidemment. Je sais que les heures vont être longues, donc voilà. J'embrasse mon ami Abdoul Kouyaté qui est à l'Alhambra, qui bosse là-bas et qui avait plein de petites centres aérées avec leur maillot de l'OM cet après-midi, et qui a parfois aussi ta maman, m'a-t-il dit, qui vient souvent à l'Alhambra, qui est une fidèle de l'Alhambra. On peut le faire en antenne, c'est vrai. Voilà. Non mais voilà, le Phocéen c'est ça, il est aussi regardé à de Saint-Henri et à l'Estac. Ça la maman de Romain, qu'on embrasse aussi évidemment. Et qui est une fidèle de l'émission. J'espère bien qu'elle regarde son fiston. Ouais, ne lui en demandez pas trop non plus. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et tous derrière l'OM évidemment jeudi. On se retrouvera vendredi pour fêter peut-être un premier pas vers la qualification. Excellente soirée à toutes et à tous.